Approchez, approchez. Bonjour Béatrice. Bonjour. Je vous ai rencontré cet été à Avignon. Oui. Sincèrement, vous êtes quelqu'un que j'apprécie énormément et je suis ravi de vous revoir, mais cette fois-ci à Paris, sans l'effervescence d'Avignon. Oui, sans le bain de théâtre, je dirais presque de jouvence, parce que on se sent léger, on se sent jeune, on se sent aimé. Les gens ne viennent que pour ça, que pour le théâtre. Et c'est quand même assez exceptionnel, ce festival. L'atmosphère est incroyable. Oui. Et le public est formidable. Oui. J'ai rarement rencontré un public aussi passionnant que celui d'Avignon. Oui. Je suis venu voir Suite française. Oui. J'aimerais bien que vous m'en parliez un tout petit peu. Alors, cette aventure est essentiellement, au départ, bien que ce soit une pièce chorale, le désir passionné et passionnel de Virginie pour Nemirovsky. Elle est tombée amoureuse de l'écriture, de l'histoire, du destin de Nemirovsky, et elle avait commencé déjà par le bal qu'elle a adapté. Très beau spectacle, qu'elle a monté vraiment de manière, je dirais, vraiment très, très clandestine, puisque c'était à la Huchette que le dimanche soir et le lundi soir. Il faut quand même entraîner les acteurs dans des aventures comme ça, sur un long terme, en ne jouant que le week-end. Oui. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça s'est vu, ça s'est apprécié. Et puis ensuite, elle s'est dit, je vais adapter Suite française. Alors, Suite française a une particularité, c'est que c'est un roman écrit pendant la guerre, en même temps que la guerre. Et Nemirovsky, Irène Nemirovsky, voulait faire 5 chapitres. Au fond, elle voulait être témoin de cette guerre tout en romançant ces événements dont elle ne savait pas qu'ils seraient tragiques pour elle. Mais enfin voilà, elle était dans le cœur de la guerre, de l'occupation, dans un petit village de Bourgogne. Ce que je trouve passionnant avec Irène Nemirovsky, parce que je me suis documenté, et quand on voit cette pièce, on a vraiment envie de lire le roman. Oui. Ça donne vraiment l'envie, donc ça c'est génial. Oui, ça donne envie. Alors il y a la première partie qui est donc Tempête en juin. Qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire et qui raconte le début de la guerre. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'occupation? Alors là, pour le coup, on est occupé dans sa propre maison, pas seulement les Allemands dans le pays, mais dans sa maison. Ça, c'est intolérable. Et puis ensuite, elle a été raflée, prévenue qu'on allait la rafler. Elle a caché ses enfants et elle a mis le manuscrit écrit à l'encre dans le cartable de la plus grande de ses filles, qui devait avoir 10-11 ans. Mais ce qui m'a plu aussi, alors évidemment la démarche de Virginie, qui est une battante, une combattante, c'est que l'histoire de ce roman, qui a failli ne pas revenir à la surface, puisqu'il était écrit à la main, et sa fille racontait qu'un jour, chez elle, il y a eu une inondation, et elle s'est rappelée que ce roman était caché dans une machine. On dit machine à laver, mais peut-être c'était autre chose. En tout cas, l'eau pouvait effacer la trace de l'encre. Ça aurait été... Mais oui, c'était une horreur absolue. Et là, elle s'est mise à le lire, peut-être 50 ou 55 ans après, puisqu'il est sorti en 2004. Tout à fait. Et il a eu le prix Renaudot. Oui. Et puis on en a fait un film aux États-Unis. Et puis elle, cette femme, donc assez, je ne sais plus, hein, donc elle avait 10 ans, donc on va dire vers 50, 60 ans, elle s'est dit, il faut que je le lise et que je garde les traces de ma mère. Et donc elle l'a tapé à la machine et elle l'a envoyé à un éditeur. On peut dire que ça a flambé, et dans le bon sens. Oui. Ça s'est enflammé. Et ce roman, il a failli rester non seulement oublié, mais effacé de la mémoire. Et non, il n'est pas effacé. Ça, c'est le plus... C'est ce qui me donne la chair de poule. Ah, ça me l'a donné aussi. Et on sent l'émotion, en effet. Enfin, on sent que vous portez aussi le roman, même si c'était très théâtral, on sent que vous portez l'auteur d'origine sur scène. Écoutez, moi je suis troublé parce que quand même on parle d'une jeune femme juive, entre guillemets, qui était avant tout une jeune femme très vivante et très joyeuse.
Mais son écriture est très particulière parce qu'elle n'est pas du tout aigre. Non. Elle dit des choses, mais elle n'est pas si revendicative que ça. Et c'est la première fois, avec Tempête en juin, par exemple, que je vois une si belle description de l'Exode. Oui. Et c'est très léger, c'est très vrai, il y a beaucoup d'humour. C'est pas pathos du tout, en fait. Non, et alors c'est drôle que vous disiez ça, elle n'a pas de revendication. En vérité, elle n'est pas française au départ. Or, il faut savoir que, on le sait historiquement, il y a eu une guerre en 1870, c'était la Prusse. Il y a eu une guerre en 14. Ensuite, il y a eu une guerre en 40. Les Allemands et les Français se haïssaient. C'était une haine profonde qui était donc ancienne. Ce salut à la prussienne, dit Madame Angelier, tout le monde détestait les Allemands. Mais elle n'avait pas de raison de détester les Allemands. Elle ne venait pas de France. Elle n'avait pas des origines, des grands-pères, des arrière-grands-pères qui avaient mangé du rat en 70 et qui avaient vécu une tragédie ou une autre en 14 dans les tranchées, tout ça. Elle l'ignorait. Donc, elle n'avait pas de raison. C'est ça qui est très très beau dans le roman, c'est que l'Allemand, le personnage que joue Samuel, c'est un artiste. Oui. Il aime la musique, il compose, il est jeté dans la guerre comme les Français. Et il est charmant en plus. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un. C'est pas le monstre. Hein, non, il est intelligent, il est sensible. Et il est dur parfois. Et ça, c'est beau. Mais il faut qu'il le soit puisqu'il a été éduqué pour ça. Les guerriers sont durs, monstrueux, mais l'homme derrière ne l'est pas. Et je trouve ça très magnifique parce qu'au fond, demain, on fera peut-être pas de guerre de territoire, mais on peut tout à fait devenir fou parce que soit on ne s'accorde pas, soit on est vraiment très nombreux et on n'arrive pas à se comprendre, soit les politiciens sont dépassés, enfin bref, on peut très bien, tout le monde peut s'entretuer d'une seconde à l'autre. Mais ça n'est pas que les êtres ne sont pas intéressants, c'est que quelque chose se passe entre eux qui les rend fous, ou qui les rend paranoïaques, ou qui les rend... Moi, je crois beaucoup à ça maintenant que je suis âgée. Non, mais sincèrement, parce que j'ai quand même eu des parents qui avaient 20 ans en 40, donc voilà, ils en parlaient. C'est curieux parce que après les guerres, les gens ne parlaient pas tant que ça. Ils voulaient se débarrasser du truc, c'était passé. Mais j'ai... Donc un des frères de mon père était exactement... Enfin, disons, une grand-mère paternelle avait un fils, un des frères de mon père, en Allemagne, prisonnier, exactement comme Madame Angelier. Et je ne peux pas commencer la pièce sans penser à cette grand-mère que j'ai connue, sans jamais lui poser de questions, que j'ai connue comme ça, voilà, c'était la grand-mère paternelle. C'est une femme qui a énormément souffert et je m'en souviens seulement maintenant. Ce qui est marrant, pour finir sur l'écriture de la pièce, c'est que ça m'a fait penser un peu à du Chabrol. Un peu, oui. Je trouve que c'est un peu l'esprit et la bourgeoisie provinciale. Et c'est ça, oui, parce que la vie continue. Les guerres sont terrifiantes, on sursaute, on a peur, on tremble. Et quand tout le monde se retrouve à la cave... enfin, on vit la guerre certainement. Enfin, moi, je l'ai entendu par mes parents. Mais en même temps, la vie continue. Oui. On reste les êtres avec... on continue à s'aimer, on continue à sourire, à rire, parler des blagues. Et puis, cependant, quelque chose est menaçant au-dessus. Puis, comme Madame Angelier, certaines personnes se sont trouvées à être résistants malgré eux. Oui. Madame Angelier devient résistante par haine des Allemands et par situation que son fils pourrait être ce garçon-là. Donc, elle ne sait même pas, ça va plus vite, l'événement va plus vite que le temps de penser. J'aime énormément votre arrivée sur scène. Parce que je vous trouve, et puis pendant très longtemps, vous êtes implacable, je dirais. Vous êtes vraiment, vous êtes sur vos retranchements, vous êtes ferme, et votre costume est absolument magnifique. Le corset qui vous étreint un peu comme ça, là. Et ces femmes, je les ai connues, hein. Elles étaient toutes en noir à partir de 20 ans. Elles avaient perdu un frère, elles avaient perdu un père. Elles étaient en noir. Les femmes des campagnes étaient en noir. C'était pas une mode. C'est vraiment qu'elles portaient le deuil. Et puis, il y avait cette rigidité. On était dignes. C'était vraiment honneur, patrie. Et quand on avait perdu quelqu'un dans une guerre, et forcément, comme il y en avait
beaucoup, il y avait forcément quelqu'un à pleurer. Eh bien, on se tenait, il y avait une dignité. Moi, je viens de la campagne, de la ferme même, mais tous ces gens-là se tenaient, chapeautés, gantés, tout ça, dès qu'ils allaient au marché, par exemple, Ah oui, j'aime ou à énormément. l'église. Il y a, ne serait-ce que quand vous touchez la photo de votre fils. Mhm. C'est tellement subtil et tendre à la fois. Enfin, voilà, il y a plein de nuances. Au départ, il y a une forme de rigidité très forte, une force incroyable. Et puis tout à coup, il y a des moments de tendresse, jusqu'à un moment sublime, où là, vous jouez avec une chaise d'enfant. Mhm. Et là, Oui. c'est immense. Ça, c'est une idée qu'on a eue ensemble avec Virginie, parce que dans le roman, elle ne joue pas avec la chaise d'enfant, mais elle parle à son fils, elle rêve de lui petit. Et d'ailleurs, cette chaise d'enfant, elle appartenait à mon père. Je ne sais pas pourquoi, elle est berrichonne, quoi. Allez, l'histoire. Oui. Et d'ailleurs, elle est reficelée par un petit fil de fer qu'il avait mis. Et donc, oui, on s'est dit que n'importe quel objet représentant l'enfant petit pouvait fonctionner. Ça pouvait être une petite dinette. Bon, là, alors, on s'est dit que c'était beaucoup, que peut-être ça allait la rendre folle. Mais moi, je crois que les gens, dans une journée, ils peuvent être fous et totalement très, comment dire, très cohérents. On peut être les deux dans Oui. une journée. Ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle est un peu folle. Elle est extrêmement tendre, surtout. Elle a besoin de se rappeler. En fait, c'est un appel, c'est une sollicitation, une évocation, une invocation. Sincèrement, je trouve que ce moment est peut-être, enfin, c'est un des plus beaux de toute la pièce. Et surtout, ça vous donne un espace incroyable pour exprimer tout le panel de votre art. Ah, c'est gentil. Parce que vous dansez, vous virevoltez. Ouais, voilà, cette chaise, elle est vivante, elle devient vivante Oui. grâce à vous. Moi, je pense que Madame Angelier, avant, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs avec Virginie, le mot vient d'elle, c'était un soleil. À 14 ans, 15 ans, 20 ans, c'était un soleil. Elle était amoureuse, elle a eu un enfant, elle l'a bercé comme toutes les femmes, et la guerre lui a tout pris. Donc elle déteste. Oui. Oui, c'est ça. Donc en fait, là, à ce moment-là, elle retrouve un peu cette. Bon, on le sent, parce qu'à partir de là, la pièce bascule un peu vis-à-vis de Madame Angelier, justement. Et là, vous devenez de plus en plus humaine progressivement. Et c'est vrai que ce moment, moi, m'a ébloui totalement. J'aime énormément ce décor. Le décor est vraiment très beau. J'aime énormément la toile qui se transforme voilà, en la espace. transparence. Oui. Et les lumières sont très très belles aussi dans cette pièce. La musique, les lumières, enfin tout est vraiment très beau, très recherché. Et ça, c'est Virginie. Virginie Lemoine devient aujourd'hui une référence en tant que metteuse en scène. Absolument. Je la découvre, je ne savais pas, mais on scène énormément de pièces finalement. Oui, énormément. Elle travaille en même temps. Elle a travaillé elle a monté les années parallèles. Je crois que l'année dernière, elle avait 3 spectacles. Oui. Et l'année d'avant, elle en jouait un, elle en montait un. C'est une vraie travailleuse. Et douce. Elle paraît, en tout cas ce qu'elle fait paraît très doux et très respectueux vis-à-vis de vous. C'est l'image que j'en ai. J'adore Avignon lorsqu'elle est là pour aider les gens à s'asseoir, pratiquement à chaque représentation. Elle déménage les meubles, elle vient nous aider à les ranger, elle est là. J'ai rarement vu ça, on va dire. Moi non plus. Elle doit être très oui, elle est très humble, elle ne se met pas en avant, ça c'est vrai. Oui. Mais en même temps... on est obligé de respecter son travail. Et puis, dès qu'elle peut aider quelqu'un, elle le fait. Elle m'a beaucoup aidée pour l'autre spectacle, pour Marie des Poules. Et ça compte pour moi. Ça compte des êtres généreux dans ce monde-là. On a besoin. Bon. Disons que je conseillerais de venir les voir les deux parce qu'ils sont vraiment totalement différents avec une écriture en effet qui est très proche et une poésie absolument magnifique qui est très proche. Évidemment. En tout cas, je trouve moi personnellement que l'adaptation est formidable parce que comme les romans, tous les deux, sont extrêmement denses, arriver à faire une adaptation de ça, savoir choisir ce qu'on va finalement laisser au spectateur d'une œuvre si puissante, c'est très fort et c'est très très bien fait, très rythmé, très. Ah oui. On voit vraiment ce que c'est, comment un amour est impossible à cause de la guerre et à cause de la violence de tout ça, et comment effectivement ça aurait pu être des êtres qui s'aiment vraiment dans un autre contexte. Bien sûr. Et
c'est encore plus touchant en sachant que elle a été tuée. Voilà, enfin, c'est un crime, quoi. Ce sont des crimes. Des milliers de gens ont été tués alors qu'ils étaient tellement pleins d'idées, de beauté. C'est toujours extrêmement violent de savoir ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. Ça me fait très plaisir. Approchez, approchez. Bonsoir Florence Fernel. Bonsoir. Je suis ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Je le dis le plus sincèrement du monde parce que Merci. j'aime énormément les deux pièces, vraiment, la suite française et Tempête en juin. Mmh. Et je vous trouve particulièrement attachante, intéressante dans la suite française. Bah, c'est un rôle particulièrement formidable, je dirais, parce que c'est un rôle qui d'abord qui a une grande palette de jeux, Exact. et puis c'est un rôle qui commence tout en retenue, et en fait c'est le feu sous la glace, Lucille. Je fais plein d'allégories comme ça pour structurer mon personnage, mais pour moi c'est une femme en cage. C'est une mouche dans un bocal. C'est une femme qui est au bord je dirais au bord de la fin de sa vie, dans le sens où elle est prisonnière complètement dans cette vie bourgeoise plate, sans intérêt, et en fait elle déborde de sensualité, de féminité, de curiosité, et en fait tout autour d'elle est desséché, fermé, et là-dessus elle a fait un mariage avec un homme qu'elle n'aime pas, qui ne l'aime pas non plus, et elle se retrouve coincée dans cette maison avec sa belle-mère qui ne la supporte pas et qui a un rapport fusionnel et passionnel à son fils. Donc j'aime autant vous dire que la belle-fille n'a pas sa place. Et là-dessus arrive le drame de la guerre, et surtout les Allemands qui envahissent non seulement la France, mais les foyers. C'est le soldat qui a un charme fou. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premiers Allemands qui sont arrivés avaient comme consigne d'être aimables et d'être civils. D'ailleurs, il le dit dans la pièce, il dit « Nous tenons beaucoup à ce que les soldats de la Wehrmacht se montrent parfaitement corrects ». Et c'est vrai. Les premiers Allemands, ça s'est nettement gâché après, mais au début, c'est vrai que les Allemands avaient comme ordre d'avoir une conduite extrêmement civile, courtoise, etc. Et puis, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce livre, Suite française, a été écrit en 40-41 sur le vif, comme elle dit. Donc, Irène Nemirovsky s'est beaucoup servie de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu dans sa chair, quoi, et puis qu'elle a vu de ses yeux. Et en même temps, dans un autre endroit de France, complètement clandestinement, s'écrivait aussi Le silence de la mer de Vercors. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux types d'Allemands sont les mêmes, c'est-à-dire que ce sont des francophiles, des francophones, des Allemands éduqués, c'est des familles nobles, c'est des anciens Prussiens, ce sont des musiciens tous les deux. Et donc, ces premiers Allemands qui arrivent, pour la plupart, sont, en tous les cas dans les chefs, dans les généraux, sont des types éduqués. Et il se trouve qu'en plus celui-ci est beau, donc c'est affreux pour Lucille, qui est une fleur qui se dessèche sur pied, parce qu'évidemment il réveille en elle tout ce qu'elle attendait, quoi. C'est un peu la Belle au bois dormant qui se réveille. Et sauf que l'équation est impossible, puisque c'est l'ennemi et puisque c'est l'envahisseur. Donc elle est totalement déchirée entre ce qui germe en elle et ce qui se passe à l'extérieur. Et donc pour une comédienne, c'est vraiment un beau rôle, quoi, parce que il faut vraiment aller chercher ces tiraillements, quand on dit non, c'est oui, voilà. Mais et en même temps, c'est un travail de retenue. C'est très, il y a beaucoup d'émotions. C'est une émotion extrêmement rentrée. Et en même temps, elle a des moments où elle peut éclater, où elle laisse éclater sa colère, sa féminité. On ne va pas raconter la pièce, mais... non, mais ça en a raconté. Ça... c'est vrai que j'ai adoré le prisme de jeu que vous avez pendant le temps de cette pièce. Ouais.
le début est implacable. Implacable. Vous êtes totalement effacée, transparente. Ouais, Je ouais. me suis même dit, mais je ne reconnais pas, parce que quand même, on vous connaît, Florence Pernel. Ouais. Et j'ai dit, mais je la reconnais pas, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui lui arrive, Ouais. elle est malade. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes totalement effacée et écrasée. Oui, Et c'est drôle, hein, ce personnage. Ah bah, c'est tout à fait le personnage, écrasé par ma belle-mère, et petit à petit, la fleur se réouvre, quoi. Et sa révolte s'exprime. Il y a un moment, moi je déteste raconter les histoires, il y a quand même un moment qui est une clé de voûte très importante, quand vous annoncez à votre belle-mère que votre mari vous a trompé. Ah ben ça c'est d'ailleurs je fort. pense qu'elles ne se le sont jamais dit, et la belle-mère est tellement violente avec elle que je crois que là tout sort, quoi, et qu'elle lui dit finalement votre fils c'est un pauvre mec qui est parti dès le lendemain des noces me tromper. Et dans le livre ça va plus loin, parce que dans le livre il a carrément un enfant avec cette fameuse petite modiste, alors que Lucille, son drame c'est de ne pas avoir d'enfant aussi. Ça c'est un échec à cette époque de ne pas avoir d'enfant. Alors j'avais quand même une question, mais bon, une toute petite question on va dire, mais est-ce que cette Lucille serait un peu Irène ou pas du tout? Non, parce je qu'à pense la pas. fin on le laisse un peu Oui, entendre. alors après c'est un choix de Virginie, Voilà, c'est un choix qui a voulu ramener en quelques phrases l'histoire d'Irène et l'image d'Irène. Mais ça n'a rien à voir. Et donc, quand elle ne reviendra pas, c'est vrai que la phrase est ambiguë, mais c'est vrai qu'Irène n'est pas revenue et que Lucille, dans le livre, ne reviendra pas. Parce qu'en fait, Irène Nemirovsky avait pour but, en fait, d'écrire 5 tomes de suite française. Ça, c'était son... C'est le 3e, je crois, ça. Alors, c'est son 2e, en fait. Parce que suite française, c'est 2 parties. C'est Tempête en juin et Dolce. Voilà. Et le livre est réuni avec ce titre Suite française. Mais dans son idée, elle voulait faire 5 tomes et c'était le guerre-épée son guerre-épée à elle, quoi. Et la vie a fait qu'elle n'a pu en écrire que 2. Et encore, elle les avait écrits, comme vous le savez, de façon totalement clandestine, sur toutes sortes de papiers, dans une toute petite écriture. Et vous connaissez l'histoire. Elle a été arrêtée devant ses filles. Quand elle est arrêtée, elle remet à sa fille aînée Denise, qui a 13 ans, elle lui remet la valise en cuir dans laquelle il y a le manuscrit, mais de façon totalement anarchique. Et elle lui dit « prends-en soin ». Et ces petites filles, leur père a été arrêté quelques mois après et lui aussi a été assassiné à Auschwitz. Et ces gamines ont été pourchassées pendant toute la guerre par la police française. Elles ont été cachées, je crois. Elles ont été cachées, mais elles ont été persécutées. C'est-à-dire qu'on les a... à aucun moment, la police française n'a lâché le morceau. En fait, je trouve que cette façon d'écrire, même cette façon d'avoir été mis en scène, etc., reste quand même... quelque part assez joyeux, assez optimiste. Ah oui, elle est très drôle. Pathos, pas du etc. tout, pas du tout. Et parce je trouve que finalement, ça met encore plus en avant cette histoire affreuse de la fin de sa vie et du coup, le fait que ses enfants aient été pourchassés, etc. Et ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle a une plume très acérée, très vive, elle a beaucoup de causticité. Oui. Donc ça donne beaucoup de drôlerie. Et les 2 personnages que joue Emmanuel Bougerolles avec la petite bonne et le personnage de Madame de Montmort amène beaucoup de drôlerie, parce que c'est vrai aussi que les gens étaient comme ça à ce moment-là, quoi. Il y avait ceux qui collaboraient tout en disant non, on collabore pas, tu parles. La petite bonne qui s'arrange avec des petits arrangements, voilà. Et donc ça donne aussi 4 portraits de femmes tout à fait intéressants, plus le résistant qui est joué par Cédric Revelon ou Gaëtan Borg selon, qui amène aussi une autre figure, quoi. Et c'est la venue de ce résistant qui va obliger tout le monde et qui va changer le cours de la pièce, qui va obliger tout le monde à prendre position, quoi. L'impression aussi de voir un film de Chabrol sur une bourgeoisie provinciale. Oui, tout à fait. Avec ses excès. Tout à fait, bon, tout à fait. Il y a la guerre, tout à fait. Mais il y a le côté la bourgeoisie terrifiante que décrit Béatrice Agenin, donc qui joue ma belle-mère, et quand elle dit ces gens-là, ils prennent mon café, mon sucre. Enfin voilà, il y a un côté comme ça. Il faut toujours avoir un œil sur ces pauvres paysans qui sont au fond des voleurs. Et Madame de Montmort, donc jouée par Guylaine Londez, qui aussi donne une vision des aristos déclassés assez cocasse, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que ça n'a pas dû être un rôle
enfin, je sais pas. Peut-être pas très facile à appréhender parce que c'est tellement subtil l'évolution du personnage. Alors ça, c'est... moi, j'avais lu, avant de rencontrer Virginie, d'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça en parlant d'Irène Nemirouski. Je ne savais pas que quelques mois après, elle allait me proposer le rôle. On s'est trouvés par hasard à parler de ça ensemble. Je dois beaucoup à la direction de Virginie, parce que Virginie est très poétique dans la vie. Elle a vraiment un monde à elle, et elle travaille de façon très impressionniste. Et donc, on a trouvé petit à petit vraiment toute là. Et elle m'a aussi permis de lui suggérer des moments où moi, j'avais besoin de plus de mots. Parce que la première fois qu'elle m'a montré le texte, c'est vrai que Lucille était très silencieuse. Et quand j'ai lu, alors c'était complexe pour moi parce que j'avais évidemment très envie de faire ce projet. J'avais très très envie de travailler avec Virginie, dont j'avais vu le travail quand elle avait fait le bal déjà d'Irène Nemirouski. Et donc je me suis dit mais non, je ne peux pas refuser. Il faut que je trouve, un modus vivendi avec elle que j'ai trouvé. Et effectivement, du coup, on est allé repêcher comme en fait Lucille, c'est un long monologue intérieur, c'est-à-dire que tout ce qu'elle vit pour cet Allemand, tous les sentiments par lesquels elle est traversée, c'est un monologue. Elle a quasiment pas de dialogue dans le voilà. Et là où Virginie a été formidable, c'est que on est allé rechercher. Par exemple, j'ai des gestes de vieille dans une vie de vieille. Je lui ai dit, je t'en supplie, laisse-moi le dire parce que c'est jouissif et c'est vrai. C'est-à-dire que je suis en train de sécher sur pied, quoi. Et donc à plusieurs endroits, on a trouvé des petits moments où j'ai pu rajouter des choses de l'intériorité de Lucille. Et effectivement, c'est un rôle qui fonctionne par petits tours d'écrou, quoi, voilà. C'est étonnant, hein, parce qu'après, passer les 10 premières minutes, où là, vraiment, vous êtes totalement effacé. Après, on sent que ça boue à l'intérieur, on sent qu'il y a du caractère, on sent qu'il va se passer des choses et que cette personne va exister véritablement. Et il y a vraiment une scène qui est d'une beauté absolue, c'est la scène de la nuit. C'est magnifique. C'est d'une sensualité, cette scène. Et comment ils ont tellement envie l'un de l'autre que c'est... Oui, mais vous êtes beaux tous les deux. Ah, merci. C'est très beau. Mais il est merveilleux, hein, Samuel Glomet. C'est un acteur... D'abord, c'est un acteur formidable et c'est un partenaire formidable parce que finalement, on joue un sentiment amoureux très fort, quoi, et tous les jours. Donc, c'est génial de pouvoir avoir cette complicité avec un partenaire comme ça qui est aussi très ouvert à la discussion, voire au changement. Donc c'est une danse qu'on fait à deux, oui. Vous êtes une troupe là, avec plein de subtilités chacun, plusieurs couches, des coups. Mais je vous dis ça encore, c'est vraiment dû au travail de Virginie qui a cette façon très impressionniste de travailler. Elle travaille par petites touches, par petits points, et en plus humainement c'est quelqu'un de très agréable parce qu'elle est très bienveillante, elle est très généreuse, elle est très ouverte. On n'est jamais en conflit, quoi, jamais. Et elle a une capacité d'adaptation instantanée, quoi. Donc c'est des conditions assez idéales, quoi, pour travailler. Je pense que j'ai à peu près tout vu, on ne voit jamais tout totalement, mais je pense que j'ai à peu près vu tout son travail de metteur en scène, parce que je la trouve absolument fantastique, le grand public ne le sait pas assez que c'est je pense que là, de plus en plus, ça va devenir quelqu'un d'incontournable. C'est ce que j'ai écrit, ça va devenir quelqu'un. C'est évident. Oui, c'est une metteuse en scène incontournable. Mais ça fait déjà longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle s'est vouée à sa passion, parce que je pense qu'elle adore être comédienne, mais je crois qu'elle a une capacité de metteuse en scène formidable. Le fil, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que les comédiens qui sont sur scène se sont sentis aimés par elle. Complètement. Et c'est vraiment le fil que je ressens à chaque fois. Mais aussi, une des grandes réussites dans les pièces qui marchent, c'est l'alchimie des acteurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est quand même incroyable d'arriver à réunir 6 personnalités, 6 acteurs, 6 méthodes différentes, etc. Et de faire en sorte que ça devienne une famille homogène, ce qui est le cas là. Ah oui, je pense. Ouais. Ah oui, ça le transpire. Hein. Oui, vraiment. La salle, ça y est, elle commence à être complète. Oui, absolument. Ouais, c'est merveilleux. Alors, écoutez, moi j'ai appris aujourd'hui par le théâtre que le 17 octobre,
Il va y avoir une soirée exceptionnelle quand même. Voilà, Ça, avec c'est les deux l'éditeur, pièces. voilà, c'est les 2 pièces, avec l'éditeur. Le petit-fils. Et le petit-fils Nicolas, absolument, puis qu'on Virginie connaît. aussi. Virginie, bien sûr. Et je Voilà, crois qu'il y a un Stéphane Laporte. Adaptateur. adaptateur, merci, et co-réalisateur pour Tempête en juin. Et je crois qu'après, il y a c'est une soirée interactive, en fait. Et c'est génial parce que ce sont des pièces super, qui méritent ça. Oui. Ça mérite le débat. On a envie de vous poser plein de questions. Oui. Bah écoutez, c'est open bar. Non mais sincèrement, je vous trouve absolument fantastique dans ce personnage. Merci beaucoup. Et toutes vos nuances sont extrêmement justes. Bah tant mieux. Ça veut dire que j'ai bien compris mon rôle alors. Ah oui. En tous les cas, non mais j'ai un plaisir immense à le jouer, immense, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.